Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui on est heureux de se retrouver pour corriger ensemble l'épreuve CCP-MP 2018 consacrée au rapport entre la Terre et la Lune. Donc je vais faire 3 vidéos, une première vidéo dans laquelle je vais corriger de la question Q1 à la question 13. Ensuite une deuxième vidéo, tout ce qui concerne la distance Terre-Lune. Et une troisième vidéo où ce sera la partie 2, on part vers la Lune, les histoires de thermodynamique. Donc avec l'étude d'une tuyère. Certaines questions étaient communes avec l'épreuve centrale MP Physique 2, donc je vais passer assez rapidement sur les questions qui étaient communes, notamment sur l'application du théorème de Gauss pour les problèmes à symétrie sphérique. Voilà, ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait ça sur la chaîne. Et puis, donc après il y avait quelque chose sur l'effet de marée, donc ça c'était peut-être un petit peu plus délicat. Alors on va peut-être faire ça un peu plus en détail. Tout ce qui concernait la distance Terre-Lune, j'avais déjà fait la correction partielle de l'épreuve de Polytechnique, donc dans la filière PC il y a quelques années, une étude documentaire. Et en fait, cette épreuve CCP-MP était un remake de cette épreuve de physique PC. Donc voilà, écoute, si tu l'avais regardé sur la chaîne, je pense que ça pouvait t'aider. J'avais en particulier expliqué pourquoi un coin de cube renvoie les photons dans la direction incidente, avec l'étude d'un laser et de son aller-retour sur la Lune. Alors on commence tout de suite avec cette première question. On nous demande de calculer le champ créé par une boule chargée pour un problème à symétrie sphérique. Donc premièrement, on détermine la direction du champ, intersection de deux plans de symétrie. Je t'encourage à donner les noms, à bien expliquer que ces plans passent par M. Donc M, E, R, E, θ, le plan du tableau. M, E, R, E, phi, le plan perpendiculaire au tableau. Donc il faut que tu connaisses bien la base des coordonnées sphériques. Je n'ai pas défini les angles θ et phi par rapport à un trièdre cartésien. Ce n'est pas forcément nécessaire pour répondre à cette question. En tout cas, une infinité de plans de symétrie qui contiennent la droite CM. E appartient à leur intersection, donc est parallèle à ER. Donc ça c'est pour la direction. Ensuite on sépare direction et dépendance des vis-à-vis des coordonnées. Donc la distribution de charge étant invariante par toute rotation d'angle θ et phi, donc θ varie entre 0 et pi, phi entre 0 et 2pi, le champ, sa norme ne dépendra que de R, la distance au centre de la boule. On énonce le théorème de Gauss, le flux du champ électrique à travers une surface fermée orientée donc vers l'extérieur, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Et donc on choisit la surface de Gauss. Donc là j'ai pris le point M à l'extérieur, donc la surface de Gauss passe par le point, tel que le calcul du flux est élémentaire, donc E parallèle à ds et E de norme constante sur la surface, donc on n'a pas trop le choix, enfin les deux critères sont vérifiés simultanément. À R fixé, c'est une sphère passant par M, évidemment tu ne prends pas la sphère qui définit la distribution de charge elle-même, tu ne prends pas la sphère de rayon R, mais la sphère de rayon petit r, pas grand R. Donc deux cas, si petit r est plus grand que grand R, la charge intérieure, c'est toute la charge contenue dans la boule. Il n'y a pas de charge entre grand R et petit r. Si R est plus petit que grand R, il faut passer par la masse volumique, par la densité volumique de charge. Donc c'est ρ fois 4 tiers de pi R au cube. Donc là, le point M est à l'intérieur, c'est la seule difficulté. Donc il faut se limiter aux charges qui sont contenues entre 0 et petit r. Et donc on multiplie ρ par 4 tiers de pi R cube, volume d'une sphère. Et ρ, c'est Q total sur 4 tiers de pi grand R cube. Donc on réinjecte ρ pour faire apparaître comme classiquement cette charge intérieure en fonction de la charge totale et le rapport petit r sur grand R au cube. Donc on vérifie que comme petit r vaut grand R, ce rapport vaut 1 et on retrouve bien par continuité la charge totale. Donc on récupère, on réinjecte ça dans le théorème de Gauss. Donc à l'extérieur, on aura grand Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. À l'intérieur, on a une charge qui varie linéairement en petit r. Et on a continuité du champ en petit r égale grand R pour les distributions volumiques, contrairement aux distributions surfaciques ou linéiques. Et donc la charge ici, le champ à la frontière, évidemment, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 grand R carré. Et donc linéaire en R, et ça décroît en 1 sur R carré. Q2. Écrire la force de gravitation exercée par une masse ponctuelle M au point P sur M'. Donc
F égale à moins G, ah oui, alors la constante de gravitation universelle a été notée avec un G rond, Gmm', alors formule intrinsèque, donc ça évite de faire apparaître un vecteur unitaire dirigé de P vers P', donc c'est Pp' sur Pp' au cube, donc attention, mais sur la force elle est en 1 sur la distance au carré, mais on a fabriqué un vecteur unitaire, Pp' sur norme de Pp', donc du coup, ici on se retrouve avec un cube, mais quand tu prends norme, c'est bien 1 sur la distance au carré. Donc ça, voilà, c'était un petit peu ce qui était suggéré ici. Et pareil pour la force de Coulomb, QQ' sur 4 pi epsilon 0, Pp' sur Pp' au cube. Ce qui nous permet de faire l'analogie entre électrostatique et gravitation. Charge équivalente de la masse, 1 sur 4 pi epsilon 0, analogue de moins G. Théorème de Gauss en électrostatique, théorème de Gauss en gravitation. Donc, 1 sur epsilon 0, c'est l'équivalent de moins 4 pi G. Donc, n'oublie pas le 4 pi, n'oublie pas le moins. Masse intérieure. Donc, le flux de G à travers une surface fermée, c'est moins 4 pi G masse intérieure. À quelle masse ponctuelle dont on précisera la position une distribution à symétrie sphérique de masse est-elle équivalente à l'extérieur de la distribution? Donc, si on a un problème à symétrie sphérique, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on a un champ qui dépend de R avec un vecteur unitaire ER. Donc on applique avec donc, la même surface de Gauss passant par M le théorème de Gauss. Et donc on voit que le champ de gravitation est analogue à une charge unique, à une masse ramenée au centre de l'astre, de la planète. Donc ça va faire moins G masse intérieure sur R carré. Donc la masse intérieure, c'est la masse totale de la planète. Donc dès qu'on est au voisinage immédiat, ou même très loin, mais dès le voisinage immédiat, tout se passe comme si toute la masse était ramenée au centre de la distribution, ce qui n'a rien d'ailleurs d'évident. Alors, petit b, que vaut le champ de gravitation GC en son centre? Si on est en R égale 0, la masse intérieure à la sphère de Gauss qui tend vers 0 est nulle. Bon, on le voit par analogie aussi avec le champ électrique. Hein. Ici, le champ est nul, donc le champ de gravitation sera nul. Et après, donc, à l'extérieur de la distribution, c'est un peu une redite de ce qu'on a fait ici. Donc, on fabrique un vecteur unitaire. Donc là, j'ai mis en mesure algébrique. Je n'ai pas besoin de vecteur. On fait toujours bien attention. Vecteur égale vecteur. Donc, G moins G petit m, Cm sur Cm au cube. Comparer numériquement les champs de gravitation à la surface de la Lune et à la surface de la Terre. Donc, tu as sûrement vu. Dans les images de Tintin, le capitaine Haddock qui vole à la surface de la Lune. Et pourquoi? Parce que le rapport des champs de gravitation, c'est donc le rapport des masses fois le rapport inverse des distances au carré. Alors évidemment, bon, la masse de la Terre est bien plus grande que la masse de la Lune, environ 100 fois. Mais le rapport des rayons, lui, varie en sens inverse, c'est le rapport inverse des rayons, donc au carré, et donc ça fait un rapport d'environ 6. Donc on comprend que voilà, à la surface de la Lune, le champ de gravitation est environ 6 fois moins grand qu'à la surface de la Terre. Donc dans la question Q4, on nous demande de définir le référentiel de Copernic, le référentiel géocentrique terrestre et le référentiel géocentrique et le référentiel terrestre. Et on a également mis sur le dessin donc un référentiel sélénocentrique, c'est-à-dire en fait barycentrique et centré sur le centre de la Lune. Donc le référentiel de Copernic centré sur le centre de masse du système solaire et non pas tout à fait sur le centre du Soleil, qui n'est pas tout à fait le centre de masse du système solaire. Voilà la petite différence entre Copernic et Kepler. Donc traditionnellement, on met le plan de la trajectoire de la Terre quasi circulaire dans le plan de l'écliptique, donc le plan O petit x petit y. Et on définit donc le référentiel de Copernic a priori est galiléen. Aucune expérience de mécanique n'a mis en défaut à ce jour le caractère non galiléen du référentiel de Copernic. Le référentiel géocentrique, donc en translation, par rapport à ce référentiel, ça veut dire que ces axes gardent une direction fixe par rapport à ceux de Copernic. Donc là, on a carrément pris, comme le fait l'énoncé, les mêmes axes. Bon, on n'est pas obligé, ce qui compte, c'est qu'il faut qu'ils gardent une direction fixe.
Alors attention, l'axe d'épaule n'est pas le vecteur petit z, puisqu'il y a un angle d'inclinaison alpha d'un peu plus de 20 degrés entre l'axe d'épaule et la perpendiculaire au plan de la trajectoire de la Terre autour de O. Donc voilà, ça c'est une petite remarque en passant. Donc le point important, c'est que le référentiel géocentrique a priori n'est pas galiléen parce qu'il n'est pas en translation rectiligne uniforme. Son centre ne décrit pas une droite à vitesse constante. Donc a priori il n'est pas galiléen, le référentiel géocentrique. Et donc la Terre tourne dans le référentiel géocentrique. Alors le référentiel terrestre, lui, il est lié à la Terre, c'est-à-dire que dans ce référentiel-là, la Terre ne tourne pas. Donc le vecteur oméga de RT étoile par rapport à RT, c'est le vecteur oméga T du texte. Évidemment, ce vecteur oméga, il est dirigé selon l'axe d'épaule. Donc, alors là, pour les vecteurs grand X, grand Y, grand Z, ou bien on faisait un peu une rotation du système d'axes de manière à mettre grand Z selon l'axe d'épaule, c'est ce qu'on fait assez traditionnellement. Mais on n'était pas obligé de faire ça. On pouvait, pourquoi pas, garder un grand Z. Non, on ne pouvait pas d'ailleurs. Ce qui compte donc, c'est que le vecteur oméga de R étoile par rapport à RT, c'est le vecteur de rotation de la Terre et que la Terre ne tourne pas dans le référentiel RT étoile. Et d'ailleurs, ce vecteur rotation du référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique, c'est aussi le vecteur rotation du référentiel terrestre par rapport au référentiel de Copernic. Alors Q5, justifier l'ordre de grandeur de la vitesse de rotation propre de la Terre. Alors là, je me suis posé la question, qu'attendaient véritablement les examinateurs? Il y avait 3 chiffres significatifs au vecteur rotation. Alors est-ce qu'il y avait un piège au niveau de jour sidéral, jour solaire? Voilà, ça va certainement être discuté entre les correcteurs de cette épreuve. Si c'est le cas, c'était un petit peu méchant quand même. Parce que si on fait 2π sur le jour solaire, donc 86 400 secondes, donc 24 heures de 60 minutes, elle-même de 60 secondes, on trouvait 7,25 10-5 radians. Auquel cas, le 7,25 t'a peut-être intrigué si ça a été ton premier réflexe. Parce qu'en réalité, le vecteur oméga t, ce n'est pas tout à fait 2π sur le jour solaire, mais c'est 2π sur le jour sidéral. Donc il y a une petite différence entre jour sidéral et jour solaire, que je vais réexpliquer rapidement ici. Donc le jour sidéral, c'est 86 164 secondes, et à ce moment-là, on trouvait bien les 7,29. D'ailleurs, tu pouvais éventuellement faire le calcul à l'envers pour retrouver la valeur du jour sidéral. Donc le jour sidéral, c'est véritablement la période de rotation de la Terre sur elle-même dans le référentiel géocentrique, alors, ou aussi dans le référentiel de Copernic. Alors comment retrouver ça? Eh bien, un petit schéma simple. Là, on a le Soleil, donc là, on a le centre de la Terre dans sa trajectoire, donc il fait le tour en 365,25 jours solaires, donc le virgule 25, c'est ce qu'on récupère tous les 4 ans avec le jour supplémentaire, le 29 février, les années bissextiles. Donc on peut dire que la Terre, en première approximation, fait le tour du Soleil en 365,25 jours. Donc là, on imagine qu'on a une ville V, comme Valenciennes. Le jour J, il est midi. Donc le centre de la Terre, la ville V et le Soleil sont alignés. Le Soleil est au zénith. Et le jour J plus 1, il est encore midi. Donc le centre de la Terre, la ville V et le Soleil sont alignés. Mais on voit qu'on a tourné de plus qu'un angle 2π radian. On a tourné de 2π plus alpha. Où alpha donc, est cet angle ici, supplémentaire, duquel le centre du Soleil a tourné durant une journée. Donc comme alpha représente l'angle duquel l'angle que la Terre a parcouru sur son orbite pendant une journée, eh bien alpha fois 365,25 égale à 2π, puisque en faisant tout le tour, on va récupérer un tour complet de la Terre. Donc ce qui nous donne la valeur de alpha. Donc un jour solaire correspond par définition à une rotation de 2π radians, un jour sidéral, pardon, un jour solaire correspond à 2π plus alpha, donc par une petite règle de 3, en réinjectant la valeur de alpha,
eh bien, donc on voit que T sidéral sur T solaire, ça fait 365,25 sur 366,25, ce qui nous donne, par application numérique, les 86,164 secondes. Et donc, on retrouve là correctement l'expression de la valeur de oméga t. Alors, est-ce qu'il fallait aller jusque-là dans la correction? Il y aura peut-être un barème pour ceux qui auront répondu ça et un autre barème pour ceux qui seront allés jusqu'à expliquer la différence entre jour sidéral et jour solaire. Q6. À quelles conditions peut-on considérer le référentiel géocentrique comme galiléen? Alors, ce qui est important, c'est que être galiléen ou pas galiléen, c'est avant tout une notion expérimentale. Est-ce que le principe d'inertie est vérifié ou pas dans telle ou telle expérience? Donc un référentiel qui n'est pas absolument galiléen pour un certain type d'expérience peut approximativement être considéré comme galiléen. Donc dans quel cas c'est le cas pour le référentiel géocentrique? Alors on verra tout à l'heure qu'en négligeant les termes de marée, il est à peu près galiléen parce que l'attraction gravitationnelle des autres astres au voisinage immédiat de la Terre, en particulier du Soleil et de la Lune, sont compensés par la force d'inertie d'entraînement. Alors pour ça, bon voilà, c'est une étude assez fine qu'il faut faire, mais sinon, plus simplement, être galiléen, c'est être en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen. Donc la Terre est approximativement en translation rectiligne uniforme par rapport à R0 quand on considère un petit morceau de trajectoire, donc durant une durée qui est faible devant la période de révolution du centre de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire une année. Donc on peut dire que pour des expériences de mécanique dont la durée est très petite devant une année, eh bien on peut approximativement considérer que RT est galiléen. Mais ça ne permet pas d'expliquer par exemple tout ce qui est phénomène de marée. Le référentiel terrestre, lui, est aussi non galiléen. Tu as vu ça par exemple avec l'expérience du pendule de Foucault, dont j'ai fait une vidéo, ou plus classiquement la déviation vers l'est, donc dans la chute libre, mais ce sont des effets très fins, très petits. Et donc pour des expériences dont la durée est très petite devant une journée, donc typiquement quelques minutes, on peut considérer que RT étoile est lui aussi approximativement galiléen. Donc le point important, c'est qu'être galiléen, c'est une notion expérimentale. Q7. La Lune présente toujours la même face à la Lune. Qu'en déduisez-vous en supposant que le centre de la Lune décrit une trajectoire circulaire à vitesse uniforme autour de T dans le référentiel géocentrique? Donc j'ai fait un petit dessin, le centre de la Terre, le rayon terrestre, et le centre de la Lune, donc qui décrit un cercle. Alors, la Lune tourne sur elle-même, d'après le texte, à une vitesse angulaire oméga L. Donc pour que, vu depuis la Terre, on ait toujours la même face, eh bien ce qu'il faut, c'est que la vitesse de rotation du centre de la Lune autour de la Terre soit la même que la vitesse angulaire de rotation de la Lune sur elle-même. De ce fait-là, au fur et à mesure que elle décrit son orbite circulaire, eh bien, la Lune tourne et donc elle montre toujours la même face donc, par rapport à la Terre dans le référentiel donc, géocentrique. Voilà. Donc finalement, ça nous donnait la période de révolution du centre de la Lune autour de la Terre, puisque donc la période de révolution du centre de la Lune autour de la Terre, c'est également la période de révolution de la Lune sur elle-même dans le référentiel géocentrique et aussi dans le référentiel sélénocentrique, puisqu'il était par définition lui aussi en translation par rapport au référentiel géocentrique. Donc, 2π sur ω égale 2,36 secondes qu'on convertit en jours, donc à peu près 27-28 jours. Donc là aussi, tu peux te raccrocher à des choses que tu connais, parce que normalement, tu connais quand même un ordre de grandeur de la période de révolution de la Lune autour de la Terre. Donc à la question 11, on nous explique que l'influence des marées, c'est de déformer les océans. Alors bien sûr, c'est très caricaturé, donc autour du globe, donc solide. Donc on adopte ce modèle très simple. On peut peut-être être étonné que ce bourrelet océanique ne soit pas déformé dans la distance Terre-Lune. C'est que le Soleil produit également un effet de marée qui n'est pas négligeable par rapport à l'effet lunaire.
Alors dans la question 11, on nous demande d'estimer la dimension, d'évaluer la dimension de cette constante multiplicative grand A qu'il y a devant ce couple de freinage exercé par effet de marée sur la Terre et qui va donc ralentir sa rotation. Donc pour avoir la dimension de A, en fait A, donc on sait que gamma c'est un couple c'est une force par une distance. Donc en séparant le d cube en 1 sur d carré fois d, ici on a quelque chose d'homogène à une force de gravitation. Constante de gravitation produit des masses divisées par la distance au carré. Là on a une distance, donc là on a déjà quelque chose d'homogène à un couple. Sinus est sans dimension, donc A est sans dimension. Alors je l'ai réécrit simplement avec la constante grand K qui était donnée dans l'énoncé. Et donc on peut voir l'effet de ce couple en appliquant le théorème du moment cinétique à la Terre, donc dans le référentiel géocentrique, donc la dérivée du moment cinétique, donc J dω sur dt, J le moment d'inertie, c'est le couple, donc qui est un couple de freinage, et donc on en déduit le ralentissement de la Terre au cours du temps, ce qui va nous permettre d'évaluer la distance avec laquelle la Lune va s'éloigner de la Terre par conservation du moment cinétique total du système Terre-Lune, en négligeant d'ailleurs la rotation propre de la Lune sur elle-même. Et donc on dérive cette expression par rapport au temps, et donc on en déduit la vitesse d'éloignement de la Lune par rapport à la Terre, qu'on peut évaluer donc en unité SI en seconde moins 1, ce qui nous donne quelques centimètres d'éloignement par an donc de la Lune par rapport à la Terre, donc au fur et à mesure que la Terre ralentissait, que la Lune ralentissait par effet de marée, eh bien la conservation du moment cinétique, c'est que la Lune s'éloignait progressivement de la Terre. Donc voilà pour ces 13 premières questions. Dans la prochaine vidéo, donc on va parler de la distance Terre-Lune et de l'évaluation de cette distance en envoyant un faisceau lumineux sur la Lune et en mesurant le temps d'aller et retour. Donc une expérience très connue. Donc à bientôt.